Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va Bonsoir. parler Pardon. Bien ça. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une étude sortie en mai 2023 dans le Lancet qui s'intéressait à l'ischémie critique avec la gestion chirurgicale, à savoir faut-il proposer un pontage veineux en première intention ou plutôt un traitement endovasculaire. Ah, bien, je crois. Donc, l'ischémie chronique menaçante, c'est le stade terminal de l'artériopathie des membres inférieurs et elle est définie comme la présence de douleurs de repos ou de troubles trophiques évoluant depuis plus de 15 jours. Dans cette situation clinique, l'objectif, ça va être de sauver le membre avec la nécessité de réaliser une revascularisation extensive. Pour la revascularisation, il y a deux grandes stratégies qui s'opposent, mais qui parfois se complètent aussi. La première, c'est la réalisation d'un pontage fémoro-poplité en veine, et la deuxième, c'est la technique endovasculaire avec une recanalisation de l'axe fémoro-poplité, puisque les patients atteints d'ICM ont souvent des lésions pluriétagées. Il y a eu plusieurs études sur ce sujet, notamment l'étude Basile 1, qui s'intéressait à l'ischémie chronique menaçante chez des patients avec une espérance de vie de plus de 2 ans et avec un greffon saphénien disponible. Cette étude a montré que le pontage fémoro-poplité faisait mieux que le traitement endovasculaire. Et enfin, la deuxième étude, c'est l'étude BEST-CLI qui a montré qu'il y avait une diminution des événements, enfin des mails, c'est-à-dire le taux d'amputation, de réintervention, entre autres, chez les patients ayant bénéficié d'un pontage fémoro-poplité versus le traitement endovasculaire. Alors, juste un point, Basile 1, le critère primaire, il n'y a pas de différence. Ouais. Je ne sais pas comment il présente dans l'introduction, mais dans Basile 1, sur le critère primaire tel qu'il est défini, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, la question qu'on peut se poser chez les patients en ischémie chronique menaçante, vaut-il mieux proposer un pontage fémoro-poplité ou un traitement endovasculaire en première intention? Il s'agit d'une étude ouverte, prospective, multicentrique, avec des critères d'inclusion qui étaient relativement larges, à savoir donc l'ischémie chronique menaçante nécessitant un pontage fémoro-poplité bas chez des patients ayant une espérance de vie supérieure à 6 mois. Les critères d'exclusion étaient représentés par une artériopathie non athéromateuse. Il y avait une randomisation 1 pour 1 afin de constituer deux groupes, un groupe pontage et un groupe traitement endovasculaire. Et enfin, les patients étaient suivis à M1, M6, M12 et M24. Une question concernant les critères d'inclusion. Mm. Sont uniquement des pontages fémoro-poplités ou ça peut être des pontages fémoro-jambiers? Dans l'article, c'est infra-poplitaire, donc je pense que Donc, c'est c'est jambier et jambier, poplité. poplité et jambier. Pour les pontages, les greffons veineux étaient analysés et utilisés si besoin. Donc, on n'était pas limité au greffon saphénien. Si le greffon veineux n'était pas utilisable en opératoire avec une veine un peu séquelaire, atrophique ou autre, c'était un pontage prothétique ou composite qui était réalisé. Et enfin, concernant le traitement endovasculaire, le choix des dispositifs, à savoir stent ou ballon, était à la discrétion de l'opérateur. Donc, ce qui fait que sur la première année, ils ont recruté 20% de leur effectif, sur la deuxième année, 40%, et sur la dernière année, 40%. Donc, un recrutement sur 3 ans. Le critère de jugement principal, c'était l'amputation free survival et la survie globale. Et dans les critères de jugement secondaire, on retrouvait la mortalité, les mails, les MACE, le score Wi-Fi, les IPS et la qualité de vie. Donc ça, c'est le flowchart initial avec les différents perdus de vue. Je l'ai rendu un peu plus lisible. Donc, on a 345 patients qui ont été recrutés et randomisés, avec 172 dans le groupe pontage et 173 dans le groupe endovasculaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les patients randomisés ont été analysés dans leur groupe d'attribution. Ce qui est important de montrer dans la méthode également, quand tu définis le critère primaire, c'est combien de patients ils ont calculé pour atteindre cet objectif-là. Ouais, on parle après. D'accord. Donc, au niveau de l'analyse statistique, donc le nombre de sujets nécessaires a été fixé à 600 patients. Donc, on est en inclusion inférieure à ça. C'est ça. Le design de l'étude, c'était une étude de supériorité avec l'hypothèse principale qui consistait dans le fait que le pontage faisait mieux que l'endovasculaire.
L'analyse faisant l'intention de traiter, le risque alpha était fixé à 5%, et enfin, ils ont réalisé une courbe de Kaplan-Meier. On a quasiment, c'est combien, 360 patients, 70 patients ils ont inclus? 350. Donc, 45. presque 2 fois moins que ce qui était prévu. Donc, pour la population d'études, pas de choses particulières, des patients qu'on retrouve en pratique courante, une majorité d'hommes de 70 ans, de diabétiques dans 70% des cas environ, et on voit que plus de 2 tiers des patients, donc 64% et 71% des patients ici, avaient à la fois des douleurs de décubitus et des troubles trophiques. On retrouve également donc, des patients tabagiques, soit sevrés, soit encore actifs. Concernant les résultats, donc à gauche, nous avons la courbe de Kaplan-Meier de la survie sans amputation, et à droite, la survie globale. Concernant la survie sans amputation, il y avait une différence significative entre les deux groupes, avec donc moins d'amputation dans le groupe endovasculaire, un petit p qui est égal à 0,037. Et dans la survie globale, pas de différence significative entre les deux groupes. Il y a une partie des résultats qui sont à prendre avec précaution, enfin interpréter avec précaution, puisqu'il y a les effectifs qui sont pas conséquents. On part de 172 par exemple ici, pour arriver à 37. Donc on a beaucoup de patients qui ont présenté l'événement ou de perte de vue. Pour les critères de jugement secondaire, donc il y en avait énormément. Ce que je voulais juste souligner, c'était le taux de réintervention qui était significativement plus élevé dans le groupe endovasculaire que dans le groupe pontage. Le reste n'était pas significatif. Ça, c'est à 1 an, par exemple, lorsqu'on voit les décès, c'est 1 an. Donc on a 50% à peu près de décès à 1 an dans chaque groupe. Ouais. Pour la discussion, les points positifs sont représentés par le fait que c'est une étude prospective multicentrique. C'était un projet qui était ambitieux. L'effectif était conséquent avec 345 patients. C'est un sujet qui est débattu actuellement, mais qui est un sujet d'actualité. En revanche, les points négatifs, ce serait justement que le fait que le nombre de sujets nécessaires n'ait pas été atteint. Ça, c'est la grosse faiblesse. La gestion de l'inflation du risque alpha, je ne l'ai pas retrouvé avec la multiplicité des analyses, notamment pour les critères de jugement secondaire. Le fait de mettre en avant que le pontage soit supérieur au traitement endovasculaire, ça aussi c'est discutable, puisque déjà ça demande plus de sujets à inclure pour ce design de supériorité, et aussi l'endovasculaire a fait beaucoup de progrès, donc on n'est plus dans cette hypothèse qui était vraie il y a 15 ans. Et les critères de jugement secondaire étaient vraiment très nombreux. Et je trouve que ça brouillait un peu le message principal. En conclusion, le pontage fémoro-poplité bas, en tout cas un frapoplité en veine, était associé à une augmentation du risque d'amputation et de décès, 35%. La morbimortalité à J30 a été comparable entre les deux groupes. Je pense qu'il faut prendre en compte l'état général du patient pour guider la prise en charge. Et ce qui est assez frappant, c'est que dans l'étude, il y a 50% des patients en ischémie chronique menaçante qui sont décédés 5 ans. Oui, ils sont 5 ans maintenant. Ok. Pourquoi frappant? C'est un peu les stats qu'on connaît habituellement sur les ischémies. Oui, mais c'est le cadre clinique, je trouve, de l'ischémie chronique menaçante qui est quand même inquiétant. C'est comme les cancers et tout. 50% à 5 ans, c'est énorme. Ouais. Enfin, oui, mais c'est des chiffres habituels, oui. 25% amputation majeure, 25% qui restent dans l'état Ça. antérieur. Donc, Non, mais c'est pour dire que nos patients sont fragiles et. Ah ouais, un truc qui me dérange dans cette étude, hein. Quelle est la proportion de gens qui ont eu un pontage en veine et en prothèse dans le bras? Ouais, ça, c'était pas spécifié. Même le nombre de pontages composites, c'est pas précis en fait, dans l'article. Parce que c'est quand même totalement l'opposé de BCLI. Et si 90% des pontages étaient des pontages en prothèse, c'est sûr que le résultat, il est probablement faussé. Donc, je trouve que moi, je trouve ça assez impressionnant qu'on arrive à publier dans des revues aussi à impact factor si élevé et des études où on n'est pas arrivé au terme des inclusions, on n'a pas la puissance nécessaire pour donner des conclusions si drastiques, quoi. Et qui sont tellement à l'opposé des précédents. Enfin, après, je comprends qu'entre les revues,
on regarde pas entre les études, mais là, c'est quand même étonnant que il manque la moitié des effectifs. Et c'est valable dans le Lancet, tu vois. C'est ça que c'est un truc qui m'étonne. Je trouve que ça remet en cause on voit le Lancet, on se dit toujours, bon, ben, c'est quelque chose de sérieux. Enfin, de sérieux, c'est toujours sérieux, j'imagine, mais là, quand même, je trouve quand publier un essai de supériorité avec la moitié des effectifs qui manquent. 27, c'est un journal anglais. Ouais. Vas-y. C'est anglais. Il faut peut-être couper ça au montage. Question, est-ce qu'il parle des procédures endo? Est-ce qu'il traite? Parce que c'est vrai que quand tu fais un pontage, tu vas rester au final assez proximal sur la faculté ou les axes jambiers, mais assez proximaux. Tu vas rarement descendre très bas sur ton pontage. En endo, tu vas vite faire une fémoro-poplité, puis tu vas aller faire la tibiale distale ou autre, ce qui est quand même différent d'un pontage haut. Ouais, voire même plusieurs. Plusieurs types. Il a des très bas qui va améliorer la vascularisation, alors qu'un pontage, si jamais tu ne traites pas. Bah, il disait que ce soit dans le pontage, enfin, il faisait des fois le pontage et après il faisait une angioplastie des artères de jambe et en faisant endovasculaire, en fait, il faisait tout ce qui était nécessaire. Donc souvent c'était. Pas c'était pontage plus. Ouais. Donc au final, c'était pas chirurgie ouverte pure, en fait, c'était des chirurgies hybrides. Donc il y avait cette chirurgie et endo versus endo seul. Je crois que le point que tu soulèves, c'est un point essentiel à ce moment-là, je trouve. C'est-à-dire qu'on ne prend pas du tout en compte, même en chirurgie, entre un pontage poplité bas et un pontage sur une péronière distale. Bon, effectivement, c'est des pontages infrapoplités, mais enfin, on sait très bien que ce n'est pas la même chose techniquement et d'un point de vue évolutif. En endo, c'est pareil, lorsqu'on fait une relocalisation sur une thrombose suspendue basse, avec passion d'ischémie critique, il y en a de l'axe flemme pop, c'est pas la même chose que d'aller revasculariser deux axes de jambes. Donc, le côté technique, là, est absolument éludé. Ils font comme si c'était la même chose et ils comparent. Et là, il y a une très grande hétérogénéité. Je parle même pas en plus du type, des moyens de revasculariser. Je trouve que c'est, moi, à mon avis, la limite principale, elle est là, que ce soit dans BAST-CLI ou dans Basile, c'est de ne pas tenir compte du tout du côté technique. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des stratifications après, s'ils en parlent, pour prendre en compte justement la prothèse, mais bon, je trouve que c'est très limitant pour l'analyse. Après, dans le BCLI, dans le bras veine, il y a moins d'hétérogénéité quand même. Alors, dans le bras veine, oui, mais je ne sais pas s'ils ont pris en compte, par exemple, tout ce qui est pontage poplité bas ou jambier. Parce que je ne sais pas s'ils prennent cette différence-là. Et en endovasculaire, en tout cas, ils ne le précisent pas. Parce que tu peux avoir des ischémies critiques sur une thrombose pop, ou tu peux avoir une ischémie critique uniquement avec des axes jambiers qui sont atteints. Donc, c'est quand même pas le même type de revascularisation, les mêmes pronostics. Donc, oui, comme toi, je suis très étonné que une étude comme ça passe et on peut pas conclure, hein, lorsqu'on a un effectif aussi limité, on peut pas conclure. Il y a un manque de puissance majeur. Bah oui, cette étude, enfin, le design était intéressant et après, quand on finit l'article, je trouve qu'on est assez déçus. Ils disent que c'est le Covid qui a arrêté le recrutement, donc ça aussi, c'est vraiment dément. 250 malades. Best, si est là, il est plus costaud, hein, parce qu'ils sont arrivés à leur recrutement max et ça me paraît plus solide. Ok, très bien. Eh bien, merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier journal club avant l'été.